Salut à toi et bienvenue sur les sentiers de vie de Stacy. Ah oui, la voix n'est pas comme d'hab, c'est ça ? C'est normal, moi c'est Clara, tu sais, l'ado qui jongle entre ses rêves et ses examens. Eh bien, pour ce nouvel épisode, Stacy, ou maman pour les très intimes, va répondre aux questions reçues des auditeurs, et c'est donc moi qui vais animer cette FAQ en lien avec les précédents épisodes. On te laisse découvrir notre échange ? Yo, la team. Oui, c'est comme ça qu'on parle à la maison. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui voit le jour grâce à la contribution de tous. Eh coucou, merci à toi de jouer le rôle d'animatrice surtout. Alors, t'as reçu des questions ? Oui, et on va commencer avec la question donc de Julie qui se demande quelle est la durée idéale d'un séjour de randonnée en famille. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de durée idéale. Je dirais plutôt que tout dépendra de ton expérience en randonnée. Si toi et ta famille, en gros, vous débutez en randonnée, je conseillerais plutôt de commencer par une rando d'une journée. Déjà pour voir si vous aimez cette activité. Et surtout, je conseillerais de randonner sur des sentiers relativement faciles où le dénivelé ne sera pas trop important. Parce que comme je l'ai précisé dans le dernier épisode, les débutants ont tendance à penser qu'il s'agit souvent d'une balade de santé et c'est la meilleure façon pour se mettre en danger. Et lorsque ta petite famille aura validé une journée de rando, vous pourrez peut-être envisager de partir 2, 3 ou 4 jours en prenant le temps de vous renseigner sur le sentier de randonnée choisi, sur le matériel indispensable aussi pour partir plusieurs jours. Donc en gros, ne faites pas comme moi. Ne vous enflammez pas à partir 9 jours pour une première vadrouille de rando itinérante. Et tu sais nous dire combien de temps faut-il prévoir pour organiser une rando d'une dizaine de jours ? Disons que c'est très aléatoire. Je partirais du principe que tu as déjà ton matériel et que tout dépendra de l'endroit où tu te rendras pour randonner. Tout dépend aussi du mode d'hébergement que tu choisis. Donc par exemple, si tu souhaites choisir le camping comme moyen d'hébergement, le temps de préparation sera beaucoup plus long. Et pour cause, il te faudra donc définir ton itinéraire et en parallèle, prendre connaissance des différents campings présents dans les villes-étapes que tu auras définies. Et ça peut devenir un grand casse-tête, notamment lorsque les campings ne sont pas réservables sur Internet et que du coup tu dois les contacter en amont. Encore plus casse-tête lorsque tu dois trouver en plus le camping qui rentrera dans ton budget. Et en plus de ça, je dois dire qu'il est fort probable que tu sois dans l'obligation de modifier ton itinéraire et plus particulièrement les villes-étapes si par exemple un camping est déjà complet 5 mois avant ton départ, parce que oui, ça arrive. Donc la chose à retenir, je dirais que ça dépendra toujours du lieu de randonnée que tu choisis et que du coup il est possible que tu doives t'y prendre 6 mois à l'avance pour commencer à t'organiser. Et donc ça peut prendre plusieurs mois pour que tout soit définitivement bouclé. Par exemple, pour ma propre expérience, mes randonnées de 10 jours prennent 2 à 3 mois, voire 4 mois à boucler et j'y consacre à peu près 1 heure par semaine. Enfin, ça, c'est vraiment très aléatoire. Et en revanche, si t'as pas d'hébergement à prévoir et que tu choisis de bivouaquer, le temps de préparation sera beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Et en quelques heures, tout sera bouclé. Bon, et à savoir aussi qu'en tant que débutant, on n'envisage pas aussi rapidement de bivouaquer. Ou du moins, je le pense pas. Et toi, tu ne trouves pas ça stressant de te préparer autant à l'avance ? Non, carrément pas. C'est à la cool, hein. Au pire, les campings sont relativement souples et certains te font toujours une petite place pour que tu puisses poser ta toile de tente si jamais ils sont full et qu'ils sont totalement bookés. Et financièrement, est-ce que tu trouves cela plus contraignant ? Parce qu'on a reçu la question de Floriane qui souhaite en savoir davantage sur le budget pour une rando d'environ 10 jours en all-inclusive. Bon, déjà Floriane, le all-inclusive, c'est réservé aux hôtels en Tunisie, hein. Non mais plus sérieusement, j'avoue que les dépenses sont aussi à prendre en compte. Pour répondre à la question de Floriane, je partirais du principe que c'est pour un randonneur solo qui choisit le camping pour hébergement. Dans un premier temps, t'as le matos à prévoir.
Je ferai d'ailleurs un petit post sur les réseaux sociaux avec une liste complète de mon matériel. Mais en gros, juste pour le matériel, j'ai investi à quelques euros près, 675 €, allant de la lampe frontale à la toile de tente en passant par les chaussures. Enfin, vraiment, ça englobe tout. Et a priori, c'est pas un montant très excessif. Donc, parce que lorsque tu débutes, en fait, tu t'orientes plus vers du matos qui répond à un bon rapport qualité-prix, tandis que par exemple les randonneurs plus expérimentés se tourneront plutôt sur du matériel beaucoup plus technique et donc beaucoup plus cher. Et pour ma part, je n'en suis pas encore là. Donc tu vois ça comme un investissement ? Bah ouais, carrément, bien sûr. Car finalement, ton matos, tu le changes pas tous les ans. Au pire, tu vas le changer, mais tu vas revendre l'actuel pour racheter autre chose. C'est un petit peu comme j'ai fait avec ma tente, mon sac et un sac de couchage. Et après, pour en revenir au budget général, après, t'as le camping. Donc, en général, les prix proposés sont très variables aussi. Certaines nuits m'ont coûté 7 €, quand d'autres m'en ont coûté 25. Et ceux à 7 balles n'étaient pas pour autant tout pourris, hein. Je tiens à le préciser quand même. Tout dépend vraiment de là où tu pars. En Bretagne, par exemple, c'était beaucoup plus cher que dans les Pyrénées. Et certains randonneurs aussi s'orientent vers des gîtes ou des refuges, donc là où les tarifs sont un peu plus onéreux. Mais au moins, en ce qui me concerne, c'est plus sur du camping. Et qu'en est-il de la nourriture ? Eh bien, là aussi, en fait, tout dépend de ce que tu envisages. Soit t'anticipes, tu prends ta bouffe, mais bon, par contre, là, tu pars avec un sac beaucoup plus lourd. Quand t'anticipes, en général, tu peux prendre des repas lyophilisés. Donc, en gros, c'est du déshydraté, hein. Ça coûte entre 6 et 12 € le repas, ou après t'as les simples plats préparés comme dans les grandes surfaces, hein. Mais là par contre c'est bien moins cher effectivement, mais c'est plus contraignant à faire réchauffer, tandis qu'avec le lyophilisé t'as juste à faire chauffer de l'eau, tu claques dans ton plat et fin de l'histoire. Ou alors après, il y a une autre solution, hein, c'est de manger dehors, sandwich, food, resto, ou encore dans les gîtes ou les refuges. Donc pour les repas, j'ai pas de tarif bien précis, ça dépend vraiment de chacun. Pour ma part, déjà je prévoyais les petits-déj et un repas soit pour le midi, soit pour le soir. Et c'était vraiment en fonction du temps que j'avais ou simplement de mon état. En gros, l'alimentaire, je crois que en ce qui me concerne, je dépensais approximativement 120 à 140 € à peu près. Et donc pour clore cette question, en moyenne pour ma première rando donc dans les Pyrénées, avec le matos, l'hébergement et les repas, le budget s'était élevé à quelques euros près, à 1000 balles. Alors certains trouveront que c'est peut-être un peu cher, d'autres trouveront que c'est peut-être un peu plus cohérent, ou d'autres encore diront que c'est totalement raisonnable. Mais déjà si tu comptes pas le matos, dans lequel tu n'auras pas besoin de réinvestir, le budget s'élève plutôt aux alentours de 300-350 balles. À mon sens, c'est plus que raisonnable. Mais je dois dire que ce budget, c'était vraiment établi pour les Pyrénées. En Bretagne, sur le GR34, j'avais tout de même prévu un budget plus conséquent. Donc ça reste quand même un important investissement, comme je peux le voir. En tout cas, merci pour ces précisions. De rien. On va désormais passer donc aux 2 questions d'Annabelle, qui souhaite savoir, dans un premier temps, si tu as déjà tenté de dormir dans un refuge. Je l'avais envisagé lors de cette première rando, mais par chance, je n'avais rien réservé. En gros, lorsque je préparais mon périple pour les Pyrénées, c'était ce que je prévoyais. Faire le chemin des Cascades pour me rendre jusqu'au pont d'Espagne, puis jusqu'au lac de Gobes. Et enfin, aller jusqu'au refuge des Oulettes. Finalement, ma frousse de la hauteur et du vide, ça m'a clairement empêché d'aller plus loin et d'arriver jusque là-bas. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore testé cette expérience du refuge, qui me tente pas mal d'ailleurs, parce qu'en fait, il paraît que l'ambiance y est plutôt très conviviale, et qu'on s'y marre bien, et aussi qu'on y mange bien d'ailleurs, a priori. Alors j'espère pouvoir un jour tester ce mode d'hébergement. Eh bien, je te le souhaite alors également. Merci.
Donc pourrais-tu désormais nous raconter l'une de tes meilleures rencontres en randonnée, qu'elle soit humaine ou également avec des animaux? Ben ouais, carrément. Mais par contre, je parlerai plutôt d'une de mes rencontres humaines, car j'ai tendance à garder une très grande distance avec les animaux. D'une part parce que je les crains un peu, et d'autre part parce que j'aspire vraiment à leur foutre la paix. Et du coup, pour les rencontres, eh bien, je dois dire déjà qu'elles ont toutes été appréciables. Mais je parlerai plutôt de la rencontre de deux couples de retraités qu'on avait croisés à plusieurs reprises en Bretagne sur le GR34. Donc c'est des petites mamies, petits papis, super adorables, qui nous avaient abordés et surtout qui nous avaient grave motivés. Qu'est-ce qu'on avait ri d'ailleurs, parce que l'un d'entre eux nous avait demandé si on allait jusqu'à Ploua, et il nous avait dit bon ça va, il y a pas bien loin, mais sa femme lui avait dit bon n'exagère pas un petit peu, parce que enfin elle estimait qu'il exagérait au vu du parcours du chemin qu'on avait parcouru, et qu'on avait en plus nos gros sacs à dos. Donc du coup ils se chamaillaient un petit peu, c'était assez drôle. Et en fait, plus tard, on les a recroisés, et en fait, ils avaient fini par nous raconter qu'eux aussi, durant leur jeunesse, ils avaient pas mal randonné. Et la conversation s'était pas mal orientée aussi sur la différence du matériel entre leur matériel de l'époque, qui était super lourd, et le nôtre, qui est finalement beaucoup plus léger. Et ce que j'avais trouvé super drôle aussi, c'est qu'ils nous avaient conseillé une randonnée justement qui faisait partie de ma liste, enfin du moins qui fait toujours partie de ma liste, puisqu'on n'y est pas encore allé. Mais ce que j'ai surtout retenu, en fait, c'est que on avait tellement mal aux pieds du fait de rester en position statique juste pour discuter. Mais finalement, c'était tellement appréciable que malgré la douleur, on faisait comme si rien n'était, hein, parce que après tout, je pense aussi qu'on prend pas beaucoup le temps de parler avec les anciens, on le fait peu, et du coup je pense que c'était la rencontre que... Enfin, et du coup voilà, je voulais raconter cette petite rencontre Qui a marqué ton séjour. Exactement, merci Clara. C'est vrai qu'ils étaient super sympas, et je trouve qu'ils sont effectivement arrivés au bon moment, parce qu'on était vraiment dans un coin paumé, et ça m'avait fait aussi du bien de croiser un peu de vie et des gens autant appréciables. Grave. Et du coup, comme tu as parlé du fait que vous compariez les matériels de rando, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut organiser un sac à dos de manière optimale ? Ouais, bien sûr. C'est une question super technique, ça. Mais je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Alors déjà, il est important de bien comprendre l'enjeu d'une bonne organisation du sac à dos. S'il est bien rangé, tu pourras marcher de manière plus confortable, tu réduiras aussi ta fatigue, et en plus, c'est plus efficace pour retrouver tes affaires, forcément. Et donc, dans un premier temps, l'idéal, c'est vraiment de mettre le plus volumineux, comme ton sac de couchage par exemple, dans le fond du sac. Ensuite, ce qui est plus lourd doit être calé sur la partie du sac qui est la partie la plus proche de ton dos. Ça comprend donc normalement ta tente que tu mets à la verticale, ton matelas gonflable, et dans le milieu, en fait, tu y mets ta popote, ton réchaud, des affaires de rechange, trousse de toilette, etc. En veillant vraiment toujours à ce que le plus lourd soit au plus proche de ton dos. Et en haut de ton sac, par contre, tu émettras donc les affaires les plus légères, celles que tu es susceptible d'avoir le plus rapidement besoin donc pendant ta marche, comme par exemple une veste imperméable, ta trousse de secours ou du PQ, par exemple. Indispensable. Ouais, carrément. Et après, t'as les choses les plus fragiles à mettre aussi en haut du sac, si tu veux pas avoir de mauvaises surprises. Et après, sinon, si t'as pas de poche à eau pour boire, bon, bah, t'as forcément une gourde, logiquement, ou une bouteille d'eau. Enfin, on préférera le réutilisable. En fait, ta gourde, tu peux la mettre dans les poches. T'as des poches latérales dans ton sac, donc tu peux les mettre à ce niveau-là. Et après, t'as les poches de ceinture qui, elles, sont plutôt réservées à ton téléphone, lunettes de soleil ou à des barres de céréales. Moi, je mets aussi un petit peu des câbles de petites connectiques, type câble pour charger un chargeur externe, par exemple, comme ils sont très petits.
Et enfin, à l'extérieur de ton sac, l'idéal, c'est vraiment de rien y mettre. Alors, t'as dû déjà sans doute voir que sur mes photos, il y a un matelas mousse à l'extérieur du sac. Mais j'estime que je n'ai pas trop le choix, étant donné que je tiens à ce matelas supplémentaire pour plus de confort et pour être plus protégé la nuit, d'être plus protégé du froid la nuit. Il m'arrive aussi d'y mettre mes fringues à sécher, hein, mais en théorie, vraiment, l'idéal, c'est de n'avoir que tes bâtons de rando à l'extérieur du sac. Ah ouais, bête d'organisation, ça. Ouais, je sais. Maintenant, nous allons donc passer aux questions de Mimi, qui souhaite connaître ta plus grande difficulté ou ce qui te semble le plus difficile à surmonter lors d'une randonnée. Je pense que maintenant vous connaissez beaucoup, tous. Donc la première fois que je suis partie, et surtout quand je me suis retrouvée à Cauterets avec cette pluie de malade, j'ai cru que ça n'allait pas le faire déjà. Et finalement, j'ai vite oublié la pluie déjà à cause de la peur du vide qui a clairement pris toute la place. Donc ouais, c'est ma plus grosse difficulté en fait de vaincre cette peur du vide, surtout lorsque les sentiers sont très étroits. J'avais réellement sous-estimé les forces de la nature et les sentiers sur lesquels j'allais marcher, hein, clairement. Je peux même dire que j'étais tétanisée à plusieurs reprises et je me suis retrouvée à m'asseoir en prenant le soin d'être en sécurité, hein, du coup. C'est ça carrément. Mais pour chialer, tu vois, chialer et pour essayer de prendre la décision, donc soit de rebrousser chemin, soit pour continuer à avancer. Mais bon, évidemment, prendre sur moi a été l'une de mes plus grandes difficultés. C'est d'ailleurs toujours d'actualité, mais disons que j'y travaille, surtout par rapport au vide à la hauteur. Donc j'y travaille toutes les semaines en me rendant à l'école d'escalade, quoi. Voilà. Alors ça, pour l'avoir vécu en live, je ne peux que le confirmer. Et donc, si tu avais 3 conseils à donner à une personne qui idéalise peut-être un peu trop les randonnées, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Par exemple, si quelqu'un part en mode touriste ? Exactement. Ouais, on est d'accord. Franchement, du tac au tac, je donnerais 3 conseils. Range tes claquettes chaussettes, n'oublie pas ton eau et ne te lance pas dans un concept GRPMU, quoi. C'est mort, hein. Parce que franchement, t'en croises des mecs en claquettes, c'est tellement inconscient. Et moi, je partirais toujours du principe que si t'as pas de bonne pompe, tu glisses, tu meurs. Donc voilà. Et puis après, si t'as pas d'eau, donc ça, j'ai déjà manqué d'eau à 2-3 reprises. Donc soit parce qu'en fait j'ai pas géré car j'avais toujours soif, ou alors parce que je me disais que j'allais trouver de l'eau quelque part, et ça n'a pas toujours été le cas, ou du moins j'ai dû pas mal patienter. Donc maintenant c'est simple, j'ai une poche de 2 litres et je rempote systématiquement. Et tu nous parlais donc du GRPMU. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ce que c'est pour les auditeurs ? Bien sûr. En fait c'est tout simplement des mecs qui ont des bières dans leur sac, qui font des pauses clope, bière, toutes les 30 minutes. Mais c'est véridique, je l'ai déjà vu. Donc des mecs bien chauds, mais quand même, quoi. Donc déjà, te mettre une caisse la veille d'une rando, c'est pas super raisonnable. Mais alors, picoler pendant une rando, ça, c'est vraiment du jamais vu. Et c'est tout aussi inconscient que les claquettes ou les tongs, tu vois. Ok. T'es pas d'accord ? Non mais si, mais j'ai l'image en fait. En fait, c'est que en plus de les voir boire et fumer, je les imagine en train de faire une rando en tongs. De toute façon, là, c'est pas la même chose, tu vois. Mais là, le GRPMU, t'as bien vu les phénomènes, toi aussi. Ouais. C'est un truc de fou, non ? Effectivement. Et donc, quels sont tes indispensables à ne surtout pas oublier, et quelles sont les choses dont tu aurais pu finalement te passer durant tes randonnées ? Ouais. Alors l'indispensable, tes indispensables, donc il y en a plusieurs, c'est cool, parce que ouais, il y en a carrément. Donc déjà la trousse de secours, avec une aiguille et des pansements pour les ampoules, ça peut sauver la vie, parce que moi j'aime bien claquer les ampoules, de toute façon il faut les claquer en fait, hein. Une couverture de survie, parce que ça te sauve, vraiment de certaines nuits plus fraîches que d'autres.
Même si t'as un bon sac de couchage, hein. Ça peut te faire gagner, je crois, je suis pas sûre de ce que je dis, mais peut-être 2-3 degrés, donc voilà. Et après, le baume du tigre qui peut te sauver la vie lorsque tu te froisses un muscle, hein, Clara, ça tu connais toi. Petite balle perdue, ça fait toujours plaisir. Et sinon, la batterie externe, je trouve que c'est vraiment pas mal de l'avoir pour donner des nouvelles à tes proches et aussi pour avoir de quoi continuer à prendre tes photos. Voilà. Quand même. Ouais. Par contre, à contrario, ce dont j'aurais pu me passer, ce sont des écouteurs. Maintenant, clairement, je les prends plus. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, même si lors du retour, tu vois, des fois, le retour, il est long, ou même pendant une journée off, franchement, ça peut vraiment être pas mal de les avoir, mais en fait, non, moi, j'en vois pas d'intérêt. Enfin, c'est vraiment prendre le risque de les flinguer, quoi, tu vois, avec la pluie, tout ça, tu maltraites un peu ton sac, tes affaires, enfin... Voilà, et sinon, je prends toujours ma boussole, mais clairement, je m'en suis jamais servi. Surtout, quand tu suis vraiment bien les balises et que t'as ton topo guide, tout ça. Mais j'imagine que lorsque je gagnerai un petit peu en autonomie, elle fera partie de mes indispensables. Ok, et c'est tout ? Bah, c'est déjà bien, non ? Effectivement, c'est pas mal. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir répondu aux différentes questions des auditeurs. C'était assez intéressant et enrichissant. Assez ? C'était super intéressant et enrichissant. Et je suis contente d'avoir pu animer cet épisode qui est l'épisode de tous. Je te laisse peut-être reprendre la fin. Ouais, allez, je reprends la fin. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. Merci de l'avoir écouté. Et pour le soutenir, tu peux le partager à ton entourage, me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, TikTok. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude, donc dans un mois pour le prochain épisode qui s'intitulera « Amène tes mioches en rando ». À bientôt.